Je vous ai trouvé une nouvelle raison pour que vous soyez extrêmement attentifs à tout ce que je vais vous dire. Qu'est-ce que je lis hier dans un journal économique qui s'appelle La Tribune? Hier, mercredi 11 février. Santé, plus de pouvoir aux pharmaciens. De nouveaux amendements à la loi Bachelot ont été votés en commission. L'un d'eux entend donner aux pharmaciens un pouvoir considérable puisqu'il pourra, sauf opposition du médecin traitant, renouveler et adapter les prescriptions initiales de médicaments et de dispositifs médicaux. C'est-à-dire que c'est vous qui pourrez de temps en temps décider de vous-même si vous allez prolonger un traitement ou pas. Au passage, si vous ne savez pas ce qu'est la maladie, si vous ne savez pas exactement ce qu'est le traitement, vous serez un petit peu gêné. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Ça veut dire, puisqu'on parle des réactions d'hypersensibilité, mais ça sera encore plus vrai lorsqu'on parlera d'auto-immunité. D'auto-immunité, vous avez des traitements qui sont très... Ça fait trop de bruit, hein? Oui, la demoiselle en noir, ça fait trop de bruit, avec les lèvres rouges. Hein? Alors, oula, elle me regarde en disant ouf. Hein? Alors, lorsque vous aurez le traitement de maladies auto-immunes, vous avez des traitements, chaque mois, ça vaut à peu près 1 000 €. La Copaxone que vous avez vue, ça doit être 900 € par mois. C'est vous qui aurez à décider si de temps en temps vous prolongez ou prolongez pas. Donc, il faut mieux savoir et comprendre. Alors, on va démarrer. F9 toujours. Ça va, Jonathan? Bien. Alors, les cellules qui vont lier les IgE, en fait, on les a trouvées tout simplement en marquant les IgE par l'iode radioactif et on a trouvé que ces cellules, c'était les basophiles du sang et les mastocytes des tissus. Alors d'abord, basophiles du sang que vous voyez ici, ça représente 0,5 à 1% des globules blancs. Pas beaucoup. Vous voyez en particulier sur la photo que vous avez à votre gauche, qui est une photo de microscopie électronique, qui a des espèces de petits lobes. Ce sont en fait des granules, un cytoplasme granulaire. C'est très dense. Et c'est ces granules qui contiennent les médiateurs qui sont pharmacologiquement actifs, dont on va parler beaucoup plus en détail. Alors, à côté des basophiles du sang, vous avez les mastocytes. Alors, les mastocytes, les précurseurs des mastocytes, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ils sont formés dans la moelle osseuse. Ils sont libérés dans le sang sous forme de cellules non différenciées. Et c'est uniquement au moment où ils vont pénétrer dans les tissus qu'ils vont se différencier. C'est lorsqu'ils quittent le sang et pénètrent dans les tissus qu'ils vont donc se différencier. Dans les tissus, on les trouve un petit peu partout. On les trouve au niveau de la peau, on les trouve au niveau des muqueuses, en particulier, comme par hasard, au niveau des muqueuses du système respiratoire, au niveau des muqueuses du système gastro-intestinal. Il y a des très fortes concentrations à ces endroits des mastocytes. Par exemple, au niveau de la peau, par millimètre cube, vous avez à peu près 10 000 mastocytes. Alors, mastocytes au niveau de la peau, au niveau du tube digestif, au niveau de l'appareil respiratoire, ça veut dire que c'est bien entendu là où vous risquez de faire des allergies importantes. Alors, pareil, dans ces mastocytes, vous voyez des granules, c'est ce que vous voyez sur les photos en microscopie électronique. Et lorsque, sous l'action
du pontage, on le verra, des IgE, ces granules vont se dégranuler et libérer leurs médiateurs qui sont inclus dedans en très forte concentration. Bien, donc on a déjà 2 acteurs importants, 3. On a parlé des allergènes, on a parlé des IgE, on a parlé des cellules. Maintenant, il faut logiquement, un mastocyte dégranulé qui apparaît là, il faut logiquement que sur ces cellules, basophiles, mastocytes, il y ait bien des récepteurs qui vont fixer les IgE, donc des récepteurs pour le fragment Fc des IgE. Alors, ces récepteurs pour le fragment Fc des IgE, il y en a 2 sortes. Il y a des récepteurs de haute affinité. Les récepteurs de haute affinité, c'est ce qu'on appelle Fc epsilon R1, récepteurs de forte affinité. Alors, si on avait donné une constante d'affinité, c'est aux alentours de 1 à 2 10 puissance moins 9. Ça, c'est fort. Quand on est à 10 puissance moins 9, forte affinité. C'est normal parce que vous vous rappelez que les IgE sont en très faible concentration dans le sérum, donc c'est bien d'avoir une très forte affinité pour ces IgE. Alors, si vous regardez en fait comment sont faits ces récepteurs, au passage, il y en a beaucoup parce que sur chaque basophile, il y en a par exemple entre 40 000 et 90 000. Donc, récepteurs de forte affinité en grande quantité. Et si vous le voyez là, vous avez 4 chaînes polypeptidiques. On va voir apparaître les 4 chaînes, alpha, bêta, et il y a 2 chaînes gamma. Donc, chaîne alpha, elle est intéressante, elle, parce que c'est elle qui va lier en fait les IgE. Et comment se fait ces liaisons? On va le voir tout de suite. Là, vous avez un article qui est assez récent. L'article, ça doit être de 2006, j'ai l'impression. J'arrive pas à lire bien. Si on le voit ici, non, 2000. 2000, ça a 8 ans. C'est justement la structure du fragment Fc qui se lie donc aux IgE. Comment ça se passe? Vous voyez ici en bleu, vous avez la partie de votre chaîne alpha qui va se lier aux IgE. Ici, c'est en bleu. Et vous avez en rouge et en jaune, en fait, les domaines 3 et 4 des IgE. Donc, c'est des domaines, on m'a reposé des questions sur les domaines globulaires et les domaines fonctionnels. Vous avez donc ici un domaine fonctionnel, CH4, avec 2 domaines globulaires. Ici, un autre domaine fonctionnel, ça vous rappelle la structure des immunoglobulines. Ici, et c'est donc ces 2 domaines globulaires, le 3e et le 4e des chaînes lourdes, qui se lient à la partie de la chaîne alpha qui est ici en bleu. Alors, si vous voulez avoir une autre vue de ça, vous le voyez, ici, vous avez la membrane, vous avez ici la chaîne alpha, et vous avez bien ici l'IgE qui apparaît. Donc, là, vous avez tout. Ensuite, si on revient sur cette structure, qui au passage est importante, pourquoi on s'y intéresse autant? C'est que si on comprend au passage comment se fait la liaison de l'IgE sur son récepteur, c'est peut-être également le moyen de trouver le moyen d'inhiber cette liaison. Alors, si vous arrivez à trouver le moyen d'inhiber cette liaison, vous risquez de trouver des médicaments pour traiter les allergies. Alors, à côté de ça, vous avez la chaîne bêta que vous voyez ici, qui est une chaîne qui traverse la membrane, et vous avez les 2 chaînes gamma avec les fameux motifs ITAM qui, eux, vont permettre, comme d'habitude, la transduction du signal à l'intérieur des cellules.
C'est exactement ce que vous avez vu, cette transduction du signal, ce que vous avez vu, vous savez, pour la transcription du signal aux cellules T. C'est ce que vous avez vu également pour la transduction du signal aux cellules B. On a toujours besoin d'ITAM pour activer. Bien. Ça, c'était pour rappeler, si vous ne vous souvenez pas, sur les cellules T, ici à droite, sur les cellules ici, oui, T ici à gauche, pardon, et B à droite. Les ITAM, ils sont là. Sans ITAM, vous n'avez pas de transduction du signal. Ça, c'est un petit rappel. Ça va? Alors, ici, la façon dont ça se passe, pour une réaction d'hypersensibilité de type 1, ben, vous voyez ici les allergènes qui viennent ponter, mais là on va le voir en détail, ponter les récepteurs qui sont liés sur le fragment, sur le récepteur pour le fragment FC ici, voilà, et ça va dégranuler tout seul. Bien. Alors, ça c'était les récepteurs FC epsilon R1 que l'on a vu ici. Maintenant, il y a d'autres récepteurs FC epsilon R2, ce sont des récepteurs de basse affinité pour les IgE. On ne va pas en dire beaucoup plus, sauf que vous voyez ici que ça a une seule chaîne. Et au passage, il peut y avoir une forme soluble de la partie extracellulaire de cette chaîne. Donc une forme soluble. Maintenant que vous savez que vous avez deux récepteurs, mais celui qui est le plus intéressant, c'est FC epsilon R1, on va voir comment se fait le mécanisme de dégranulation par le pontage des IgE. Je fais tellement de diapos que j'en oublie par moment. J'avais fait celle-ci qui est bien, qui vous donne tout de même la distribution des récepteurs de basse affinité. Les voilà ici. Donc les récepteurs de basse affinité, ils sont sur lymphocyte B, macrophage alvéolaire et eosinophile. Alors, mécanisme de la dégranulation par le pontage des IgE. Alors, vous avez déjà vu ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que, d'une part, les IgE toutes seules, s'il n'y a pas le pontage par les allergènes, il n'y aura pas de dégranulation. Ce n'est pas simplement la fixation des IgE, si elles se mettent ici, mais qu'il n'y a pas le pontage par les allergènes, pas de dégranulation. Alors, ce pontage, au passage, il se fait sous l'action des IgE, on l'a vu ici, mais ce pontage, j'ai fait, je pense, une diapo spéciale pour ça, ce pontage, il peut également se faire sous l'action de médicaments. Et théoriquement, j'ai dû faire 2 diapos, parce que là, vous voyez un pontage sous l'action de médicaments. Le médicament vient se fixer aux IgE, mais il y a également, ça je l'ai placé aussi, il y a des dégranulations des mastocytes qui se font par d'autres mécanismes que le pontage des IgE. Nous, on va regarder le pontage des IgE, mais je voulais souligner, parce que c'est trop important, qu'il y a une dégranulation sous l'action de médicaments, pas forcément avec les IgE. Donc ça, c'est à comprendre, à savoir. D'accord ? Donc dégranulation sous l'action des médicaments, soit par pontage des IgE, ici, c'est le médicament qui fait le pontage, soit même sans IgE, vous pouvez également avoir une dégranulation. Nous, on va revenir tout de suite
Là, c'était une petite digression, mais trop importante sur les médicaments. Une autre petite digression pour vous dire qu'en dehors des IgE, dont on va parler tout de suite, en dehors des médicaments, il y a une dégranulation qui peut se faire également sous l'action des anaphylatoxines. Vous savez, ces fragments du complément C3, C4. Là, C3A, C5A, on va voir C4 tout à l'heure, C3A, C5A, c'est les voies alternatives et la voie des lectines d'activation du complément. Lorsque vous générez C3A, C5A, vous avez des anaphylatoxines. Lorsque vous avez des anaphylatoxines, vous pouvez également avoir une dégranulation des mastocytes ou des basophiles. Autre petit schéma, je vous parlais un petit peu en avance de C4. C4, on va le voir apparaître. C'est une autre anaphylatoxine. Ça, c'est la voie classique d'activation du complément. Lorsque vous avez du C4A qui apparaît, pareil, vous pouvez dégranuler vos mastocytes par le C4A. Donc, je résume. Dégranulation, vous pouvez le faire par pontage des IgE, c'est ce qu'on va voir. Vous pouvez le faire également sous l'action des médicaments sans pontage des IgE et vous pouvez le faire sous l'action d'anaphylatoxines. C3A, C5A, C4A. Voilà, c'est à peu près clair. Alors, pontage des récepteurs, bienvenue. Pontage des récepteurs. Ce que je vous ai dit, c'est que s'il n'y a pas de pontage, s'il y a simplement les IgE qui se collent ici sur les mastocytes ou les basophiles, pas de pontage, pas d'activation. L'autre chose, c'est que cette activation et ce pontage peut se faire par l'allergène, bien entendu. C'est ce que vous voyez ici. Hop. Mais vous pouvez artificiellement, ça c'est pas ce qui se passe dans la nature, quoique, vous pouvez également faire ce pontage, par exemple, avec des anticorps anti-isotypes. Là, vous voyez l'anticorps anti-isotype dirigé contre des isotypes. Là, j'ai fait un pontage des IgE. Donc, ce n'est pas uniquement l'allergène qui peut le faire. Je peux, mais ça, c'est plutôt des expériences de laboratoire. Ce n'est pas dans la vraie vie, comme on dit. Mais c'est pour bien montrer que c'est le pontage qui est important pour qu'il y ait la dégranulation. Je peux faire aussi cette dégranulation avec des anticorps anti-idiotypes. Je peux faire aussi cette dégranulation tout simplement avec des anticorps antirécepteurs. Là, je fais un pontage des deux récepteurs de façon artificielle. Donc, tout ça pour souligner que l'important, c'est le pontage. Alors, là, on va aborder quelque chose de compliqué, qui sont les événements intracellulaires qui conduisent à la dégranulation. Alors d'abord, pourquoi je vous fais ce schéma ici extrêmement compliqué qu'on va détailler? C'est parce que il va vous être nécessaire pour comprendre comment agissent les médicaments que vous allez utiliser pour le traitement de l'allergie. Alors, on y va pas à pas. Premièrement, vous avez ici le pontage, d'accord? Agrégation des récepteurs du récepteur Fc epsilon R1. Et lorsque vous avez agrégation de ces récepteurs, comme d'habitude, vous avez activation des protéines tyrosine kinase. Ça y est, elles sont activées. Lorsque vous avez cette activation des protéines tyrosine kinase, il va y avoir une phosphorylation des tyrosines, et il va y avoir les motifs ITAM qui vont être, bien entendu, activés. Les motifs ITAM, ils sont ici en rouge. Dans ces cas-là, qu'est-ce que ça fait? Ça active phospholipase C, les ITAM, il vient d'être activé, ça active phospholipase C,
Et phospholipase C, ça vous transforme PIP2. PIP2, c'est phosphatidyl inositol 4,5 biphosphate. Phosphatidyl inositol 4,5 biphosphate. Ça vous transforme ça, vous l'avez déjà vu ça, en DAG, c'est le diacylglycérol, DAG et IP3. IP3, c'est inositol triphosphate. Donc là, ça y est, j'ai PIP2 qui s'est transformé en diacétylglycérol et IP3. Diacétylglycérol, qu'est-ce que ça fait? Diacétylglycérol, en fait, ça active la PKC. Active la PKC. L'activation de la PKC, c'est avec autre chose, parce que j'ai besoin d'autre chose, en dehors de l'activation de la PKC. J'ai besoin de l'action de IP3 ici pour mobiliser le calcium intracellulaire. Et donc, si je résume, PIP2, ça se transforme à diacylglycérol. Diacylglycérol, ça active PKC, protéine kinase C. Protéine kinase C, ça va être nécessaire, ici on va le voir. J'ai besoin aussi, non seulement de l'action du diacylglycérol, mais IP3 pour libérer du calcium intracellulaire. Et PKC activé plus calcium intracellulaire, ça a une action importante. Ça permet de fusionner les granules à la membrane. Vous savez, ces gros granules que vous aviez à l'intérieur des mastocytes ou des basophiles. Il faut qu'ils viennent à la membrane parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils se libèrent. Pour qu'il y ait la dégranulation, il faut qu'ils aillent à la membrane. Pour l'instant, ils sont à la membrane. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Toujours sous l'action de l'agrégation de vos récepteurs. Il faut voir ce qui se passe à un autre endroit, c'est ici que ça se passe. Ici, vous avez PS, c'est phosphatidylsérine qui se transforme en phosphatidyléthanolamine, PS, PE. Ce n'est pas Parti socialiste, c'est phosphatidylsérine et phosphatidyléthanolamine. PE, ensuite, ça va se transformer sous l'action de ce que vous voyez ici. Là, ce sont des phospholipides méthyltransférases. Ça va vous transformer phosphatidyléthanolamine en phosphatidylcholine. Phosphatidylcholine. Donc là, je suis passé de PS en PE et de PE en PC. Ce n'est pas non plus le Parti socialiste. Ce n'est pas non plus le Parti communiste. Donc PC, c'est phosphatidylcholine. Phosphatidylcholine, qu'est-ce que ça fait? Ah, ça va faire quelque chose d'important. Ici, ça va augmenter la fluidité membranaire. Ça forme des canaux calciques. Donc ça, c'est bien. En même temps, ça active ici la phospholipase A2. Et le fait que vous activiez la phospholipase A2, ça va vous transformer la phosphatidylcholine en lysophosphatidylcholine. Lysophosphatidylcholine, on va la voir apparaître là. Voilà. Lysophosphatidylcholine. Et lysophosphatidylcholine, il y a également production d'acide arachidonique. Donc, ici, phosphatidylcholine, ça donne deux choses, lysophosphatidylcholine et ici, acide arachidonique. Ah, ça c'est intéressant parce que acide arachidonique, ça va donner des médiateurs extrêmement importants de l'allergie. Enfin, on y arrive. Leucotriène et prostaglandine. Ça, vous connaissez, leucotriène et prostaglandine. Bien, vous avez fait tout ça, mais pour l'instant, vous n'avez toujours pas dégranulé. Vous avez amené les granules à la membrane, vous avez produit des médiateurs importants, vous le verrez, de l'allergie, mais vous n'avez toujours pas dégranulé. Je redis bonjour, mademoiselle.
Bonjour. Alors, autre chose, toujours sous l'action du pontage des récepteurs, ici, vous avez en fait une augmentation de l'AMP cyclique, ça c'est en quelques secondes, suivi ensuite d'une diminution de l'AMP cyclique. Et ce cycle, vous verrez, d'augmentation et de diminution, c'est extrêmement important parce que vous pourrez jouer dessus. Pour qu'il y ait une libération des granules, il faut qu'il y ait cette augmentation de l'AMP cyclique puis cette diminution, ce qui vous active à un moment donné à nouveau une protéine kinase. Et lorsque vous avez cette activation de protéine kinase, sous l'action de l'augmentation et de la diminution de l'AMP cyclique, là, vous allez avoir à nouveau la fusion des granules qui sont au niveau de la membrane. Les granules sont arrivées au niveau de la membrane, mais maintenant ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont fusionner et elles vont relarguer leur médiateur. Ouf! Si vous ne suivez pas ça pas à pas, c'est objectivement incompréhensible. Bien. Vous allez le revoir ça parce que vous allez voir où agissent et à quel endroit agissent un certain nombre de médicaments. Alors, dans ces granules, vous venez de les voir dégranulés. On va voir quels sont les médiateurs et les médiateurs des réactions d'hypersensibilité de type 1. Alors, d'abord, ces médiateurs qui sont libérés par les basophiles et les mastocytes que vous voyez ici, ils vont agir sur quoi? Ils vont agir sur un certain nombre de tissus, d'accord? On va les voir apparaître, je pense, les tissus ici. Voilà. Vous avez des granulés, vous êtes donné du mal, hein? Le schéma d'avant, il fallait le comprendre. Vous avez des granulés. Ça va agir sur les tissus. Et ça va agir surtout sur ce qu'on appelle les effecteurs secondaires ou les cellules effectrices secondaires. Regardez ici vos médiateurs, ils vont agir sur toutes ces cellules-là, notamment sur les éosinophiles qui, elles, vont également dégranuler. Tous les effecteurs secondaires, les voilà, neutrophiles, éosinophiles, monocytes, macrophages, les lymphocytes T auxiliaires, lymphocytes T cytotoxiques, plaquettes. Donc il y a une espèce de phénomène d'amplification. Vous relarguez vos médiateurs et puis ensuite vous avez toutes les cellules qui vont agir derrière. Alors, au départ, je vous rappelle que ces médiateurs, ils étaient faits pour vous aider à éliminer principalement les parasites. Et puis, lorsque vous en libérez alors qu'il n'y a pas de parasites, ça peut donner des allergies. Autre chose, dans ces médiateurs, il y a deux types de médiateurs. Il y a des médiateurs qui, en fait, sont formés avant le pontage, qui sont déjà contenus dans les granules. C'est ce qu'on appelle les médiateurs primaires. Ils sont bien produits avant la dégranulation, avant le pontage. Ça, vous allez en voir apparaître ici. C'est ceux qui sont ici en rouge. Quand vous avez sur le tableau rouge, en particulier, vous voyez apparaître des médiateurs importants, qui sont par exemple histamine, des protéases, des facteurs qui attirent les éosinophiles ou des facteurs qui attirent les neutrophiles. Vous voyez apparaître l'héparine. Tout ça, ce sont des médiateurs primaires qui sont produits avant la dégranulation. Alors qu'en bleu, vous avez des médiateurs qui, eux, se feront une fois qu'il y a eu l'activation de la cellule.
ils se font au cours de la dégranulation et au cours de l'activation de la cellule. Et vous repérez ici un certain nombre de cytokines. Alors, en rouge, le premier médiateur qui va nous intéresser, c'est l'histamine. L'histamine, ici, médiateur bien en rouge, c'est toxique pour les parasites, ça c'est quand vous en avez besoin, mais déjà, ça a deux actions, augmente la perméabilité vasculaire, induit la contraction des muscles lisses, et l'histamine, qui, comme vous vous en souvenez parfaitement, est formée par décarboxylation de l'histidine. Histidine, c'est à gauche. Vous décarboxylez, vous avez l'histamine. C'est un médiateur qui est important parce que dans vos granules, ça représente 10% du poids de granules, l'histamine. Pour qu'il soit actif, l'histamine, vous voyez ici des granules et vous voyez ici en rouge l'histamine. Bien. Pour qu'il soit actif, ça c'est important ce que je vais dire, il faut qu'il se fixe bien entendu sur des récepteurs. Les récepteurs, on a de trois types, H1, H2 et H3. La plupart des effets, en fait, de l'histamine, c'est lié au récepteur H1. Alors, lorsque vous avez la liaison de l'histamine au récepteur H1, ça fait par exemple la contraction des muscles lisses de l'intestin et des bronches. On voit ce que ça va donner. Ça augmente la perméabilité et la dilatation des vaisseaux. Ça stimule les glandes exocrines. Ça, c'est l'action de l'histamine sur les récepteurs H1. Sur les récepteurs H2, c'est plutôt un mécanisme de rétrocontrôle, de feedback. Bien, histamine, donc, important. Leucotriène et prostaglandine. Vous vous souvenez, tout à l'heure, vous avez vu sur le tableau comment se former finalement leucotriène et prostaglandine. Là, ici, leucotriène et prostaglandine. C'est ça dont on parle maintenant. Alors, leucotriène et prostaglandine. Leucotriène et prostaglandine, d'abord, vous le voyez que c'est en bleu sur le tableau. Si c'est en bleu sur le tableau, contrairement à l'histamine qui était en rouge, c'est que c'est un médiateur secondaire. C'est-à-dire qu'il se forme au cours de la dégranulation. Ça veut dire, au passage, que contrairement à l'histamine, il se forme plus lentement. L'histamine, elle est prête, donc elle est libérée tout de suite. Au contraire, leucotriène, prostaglandine, un petit peu plus long à apparaître. Alors, ça vous donne également une bronchoconstriction, ça vous augmente la perméabilité vasculaire, ça vous augmente la production de mucus, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure pour l'histamine. Ce qu'il y a d'important, c'est que l'histamine, les leucotriènes, c'est actif à toute petite dose. Et par exemple, sur la bronchoconstriction, si vous comparez à l'histamine, eh bien, les leucotriènes, c'est 1000 fois plus actif que l'histamine sur la bronchoconstriction. Donc, si je résume, ça apparaît plus tard, mais c'est 1000 fois plus actif. Alors, autre chose, des cytokines.
Cytokines, celles qui sont importantes dans les réactions d'hypersensibilité de type 1, on a ici IL-4. IL-4, vous savez, ça active la production des IgE. Au passage, un mécanisme qui est important. Je viens de vous dire, IL-4, ça vous active la production des IgE. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que ici, vous avez des IgE qui sont donc sécrétés par les plasmocytes, d'autant plus que vous avez de l'IL-4. Ces IgE, ça va fixer les récepteurs Fc de haute affinité. Et il y a une petite chose qui se passe là, c'est que, on va le revoir là, le mastocyte qui est activé par le pontage des IgE, il exprime CD40 ligand. CD40 ligand, ça se lie à CD40. Il y a également production d'IL-4 et il y a encore plus d'IgE. Donc, ça veut dire que là, il y a une boucle qui s'est mise. Vous avez des IgE qui sont produits sous l'action d'IL-4, mais le mastocyte lui-même va se mettre à produire de l'IL-4 et va activer à nouveau pour qu'il y ait encore plus de production d'IgE. Donc, l'IL-4, c'est important, produit par les mastocytes. OK. On voit apparaître ici IL-5. Alors, IL-5, pourquoi j'ai fait bouger les éosinophiles avec l'IL-5? C'est pour dire que l'IL-5, c'est une cytokine qui est importante parce que ça va vous attirer les éosinophiles. C'est un facteur attractant des éosinophiles. Ça les recrute et ça les active. Recrute, active et les attire. Donc, IL-5, ici, vous allez voir apparaître une autre cytokine qui est importante. Là, j'ai activé mes éosinophiles. IL-6. Et vous voyez apparaître un thermomètre. C'est pour vous indiquer que l'IL-6, c'est un médiateur important qui est responsable d'une augmentation de la température. Si j'avais agrandi le thermomètre, ce que je ferais, il est à 39,5 sur le thermomètre, donc pour vous rappeler. Et vous avez le TNF-alpha. Le TNF-alpha, ben ça vous le connaissez déjà depuis longtemps, le TNF-alpha, pour attirer en fait les neutrophiles et les macrophages à l'extérieur des vaisseaux. Ça c'est l'IL-5, ça c'est l'IL-6 qui fait monter la température, et ça c'est le TNF-alpha qui va vous attirer les neutrophiles et les monocytes qui vont se transformer en macrophages. Et là, un petit cœur en bas pour vous rappeler que le TNF-alpha, quand il est à forte dose, ça vous provoque un choc septique. Donc ça veut dire au passage que vous pouvez passer choc septique aussi, oui, que vous pouvez passer d'une activation des mastocytes à en fait un choc qui peut être important, un choc anaphylactique. Ça sera plutôt un choc anaphylactique ici, pas septique. Nuance, je corrige. Anaphylactique. Ben, ça tombe bien que je rectifie sur le choc anaphylactique. De temps en temps, j'ai des bugs, hein, vous notez. Hein. Donc le cœur, c'est pour le choc anaphylactique. Ça tombe bien parce qu'on va parler justement des manifestations cliniques de l'hypersensibilité de type 1. Et la première chose dont on va parler, c'est des réactions justement anaphylactiques, des chocs anaphylactiques, de l'anaphylaxie systémique. En fait, on en a déjà parlé. J'ai déjà décrite, c'était celle qui avait atteint les chiens de Richer quand il avait tenté de faire un vaccin
contre, les méduses. Vous vous souvenez de ça? Les chiens, ils étaient morts. En fait, l'anaphylaxie systémique, vous vous rappelez qu'il faut d'abord qu'il y ait un premier contact avec l'allergène. Il faut qu'il y ait un intervalle libre de 10-15 jours, le temps qu'il y ait des IgE qui se forment. Il faut qu'il y ait un deuxième contact déclenchant. Il faut qu'il y ait, mais là c'est aussi un rappel, une identité stricte entre ce qui a été le premier contact sensibilisant et le deuxième contact déclenchant. Et une fois que vous avez toutes ces conditions, vous avez en quelques secondes ou en maximum 15 minutes, vous allez avoir le choc anaphylactique, l'anaphylaxie systémique, avec une contraction des fibres musculaires lisses, une hypothermie, une tachycardie, une vasodilatation, une chute de la pression sanguine, c'est ce qu'on appelle le collapsus cardiovasculaire, une augmentation de la perméabilité capillaire, un œdème, un bronchospasme. Il y a ce qu'on appelle un état de choc. L'état de choc, c'est dû au fait que vous avez un déficit d'apport en oxygène aux cellules, et en particulier aux cellules du cerveau. Donc, tout ça est dû à la dégranulation des mastocytes. Vous avez ici toutes les actions dont je viens de vous parler qui vous expliquent ce choc anaphylactique. Elles sont résumées sur ce tableau-là. Et ici, pour vous rappeler que ce choc, donc, qui peut vous conduire à la mort, tout de même, il peut être dû à des piqûres d'abeilles, il peut être dû à des piqûres de frelons, il peut être dû à des piqûres de guêpes. Et là, je ne sais pas si vous saurez l'immunologie, mais théoriquement, vous saurez distinguer l'abeille d'un frelon et d'une guêpe. En dehors de ces piqûres qui provoquent donc ces chocs anaphylactiques, vous avez l'action du pharmacien qui peut également provoquer un choc anaphylactique. Pourquoi? Parce qu'il va délivrer de la pénicilline, de l'insuline ou le traitement contre des toxines, des sérums qui ont été préparés chez l'animal notamment, ou des antitoxines. Donc le pharmacien doit faire attention à ce qu'il délivre. Il y a le cuisinier également qui peut vous provoquer des chocs comme ça, notamment lorsque vous mangez des fruits de mer et lorsque vous mangez des cacahuètes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut agir vite, et le traitement de choix, c'est en fait l'adrénaline. Et là, vous allez commencer à être récompensé d'avoir compris ce schéma-là. Ici, vous vous souvenez que pour qu'il y ait une dégranulation, il fallait une montée de l'AMP cyclique suivie d'une décroissance. Eh bien, l'adrénaline, ça vous empêche en fait la décroissance, c'est-à-dire il y a une montée d'AMP cyclique qui se maintient, et s'il n'y a pas la décroissance après la montée d'AMP cyclique, vous n'aurez pas de dégranulation. Donc l'adrénaline, elle agit là, en augmentant l'AMP cyclique à l'intérieur de la cellule. Donc ça, il faut agir rapidement. Bien. À côté de ces réactions ces manifestations qui sont dramatiques, il y a l'anaphylaxie localisée. Et la première dont on va parler,
c'est ce qu'on appelle communément le rhume des foins, c'est la rhinite allergique. On considère par exemple qu'aux États-Unis, ça touche 10% de la population. Et je vous avais montré des schémas montrant que ça augmente considérablement d'année en année. Alors, rhinite allergique, la voie d'entrée, c'est l'inhalation, beaucoup sous l'action, bien entendu, de ce qui arrive par les poumons, c'est-à-dire les pollens, beaucoup les acariens dans la poussière, et ça vous entraîne un œdème de la muqueuse nasale, irritation de la muqueuse nasale, et une consommation de mouchoirs de façon accélérée. Donc là, rhinite allergique. Asthme. Asthme, c'est également une maladie extrêmement fréquente. Alors, on distingue ce qu'on appelle les asthmes allergiques. Très clairement, c'est ce qui est induit par des allergènes, ok? Et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle les asthmes intrinsèques. Par exemple, qui sont induits par l'exercice ou par le froid. Et apparemment, mais apparemment on n'en est pas totalement sûr, ça serait indépendant de l'exposition à un allergène. Quoique. Alors, l'asthme, ça se fait par, bien entendu, la dégranulation des mastocytes, par le relargage de médiateurs, ce qui induit en fait une bronchoconstriction. Il y a également production de mucus qui va également vous donner une obstruction des voies aériennes supérieures. Alors, on considère que c'est bien entendu une maladie allergique, mais il y a dans cette maladie une composante inflammatoire importante, ce qui fait que beaucoup de cliniciens considèrent que l'asthme, c'est une maladie inflammatoire. Alors, dans l'asthme, on distingue en fait une réponse précoce d'une réponse tardive. La réponse précoce, ça implique principalement histamine, leucotriène, prostaglandine. Et cette réponse précoce, ça vous donne tout de suite une bronchoconstriction, une vasodilatation et l'apparition de libération de mucus. Et à côté de cette réponse précoce que l'on a dans l'asthme, on a une réponse qui est plus tardive. Cette réponse qui est plus tardive, elle est due à d'autres médiateurs. Cette réponse plus tardive, elle est liée à IL-4, IL-5, IL-16, TNF-alpha. C'est lié également à un facteur qui attire les éosinophiles et un facteur qui active les plaquettes. Alors là, je suis amusé à faire un petit schéma. Et ici, vous voyez les cytokines, vous voyez l'interleukine 4, l'interleukine 5. En fait, ça va libérer à partir de la moelle osseuse des éosinophiles. Les éosinophiles, vous les retrouvez ensuite, vous suivez le petit chemin rouge là. Les éosinophiles, ils vont ensuite dans la circulation. Ici, ils vont sortir de la circulation. Ils vont ensuite être activés. Il va y avoir libération de médiateurs et action de ces médiateurs au niveau des bronches. Donc ça, c'est la phase tardive de l'asthme. Bien, maladie extrêmement importante, rhinite, asthme. Les allergies alimentaires. Là, c'est l'action des IgE. Ça fait sourire Jonathan, le pauvre. Il n'est pas gâté, là. Bien.
ça agit au niveau du tube digestif, l'action des IgE, ici. Donc là, allergie alimentaire, c'est en bas. Voie d'entrée, bien entendu, c'est oral. Vous avez le choix, on a déjà parlé des fruits de mer, on a déjà parlé des cacahuètes, mais vous pouvez rajouter les noix, les œufs, poisson, lait, vous avez le choix. Sur le plan clinique, vomissement, diarrhée, prurite, urticaire dont on va reparler tout à l'heure. Urticaire, ce n'est pas une maladie, en fait c'est les signes cliniques. Urticaire, on le verra, c'est des lésions cutanées avec prurite, œdème, érythème. Bref, allergie alimentaire, embêtant. Dermatite atopique, ce qu'on appelle l'eczéma. Donc ça, c'est des manifestations inflammatoires de l'allergie. Très souvent, ces dermatites atopiques, il y a une histoire familiale, c'est-à-dire quand il y en a dans la famille, il y en a pas mal. Mais en dehors de ça, il y a des personnels de santé qui sont très sujets aux dermatites atopiques, à l'eczéma. Pourquoi? Si je vous dis qu'il y a 3 à 15% des personnels de santé, 3 à 15% qui ont des dermatites atopiques, c'est dû à quoi? Voilà. C'est dû, en fait, à des gants. Alors, je croyais que j'avais fait, voilà. 3 à 15% des personnels de santé. En dehors des personnels de santé, de toute façon, c'est des phénomènes, ces dermatites qui augmentent considérablement. Il y a 30 ans, il y avait moins de 5% des enfants qui avaient des dermatites atopiques. Aujourd'hui, on estime que le nombre d'enfants qui ont des dermatites atopiques s'est passé de moins de 5% à au minimum 10 à 20%. Donc, dermatite atopique. Autre chose également dont il faut se souvenir, qui est une manifestation importante aussi des allergies, c'est l'œdème de Quincke. L'œdème de Quincke, c'est Q-U-I-N-C-K-E, parce que vous êtes susceptible dans votre pharmacie de voir arriver quelqu'un tout d'un coup avec un œdème de Quincke, avec un cou comme ça, qui n'arrive plus à respirer. C'est l'apparition, en fait, brutale, en quelques minutes, d'un œdème cutanéo-muqueux qui prédomine au visage et au cou. Je vous ai dit, il arrive dans votre pharmacie, il a un œdème comme ça. Et ça, un œdème de Quincke, ça peut vous conduire à une mort subite par un œdème de la glotte. Donc ça aussi, il va falloir traiter vite. Bien. Donc les gants. Ça, c'est une question que je pose de temps en temps. Combien de pourcentage de personnel de santé est exposé à une dermatite atopique? Pardon? Alors, c'est l'heure déjà. On fait une petite pause. Et on reprend avec les réactions inflammatoires tardives.